Allô les gars, dans notre série de vidéos sur les DAX, aujourd'hui nous allons voir les fonctions itérateurs dans le DAX. En réalité, je dirais que tout le DAX même c'est de l'itération, ok, généralement dans les calculs. C'est une exagération, mais c'est presque la vérité, ok. Je vais montrer la forme générale des fonctions itérateurs. Les fonctions itérateurs peuvent permettre de soit de calculer des mesures ou de créer des tables. Ok, donc la forme générale, c'est la fonction itérateur. Quelquefois, ça va se terminer par x, le nom de la table, et puis l'expression, c'est-à-dire le calcul qu'on veut faire. Euh, une illustration ici est la fonction somme x. Euh, la fonction somme x, je vais calculer le chiffre d'affaires à partir de la table qui s'appelle T cell. J'ai les quantités, j'ai les prix, donc je peux écrire comme ça. Et généralement, une fonction somme qui est écrite comme somme, celle qui est en haut là, somme là, ce qui a été sélectionné, le DAX le traduit par la formule qui est en bas. Ok, donc si j'avais, je vais le montrer ici là, cette formule somme T vente des quantités dans le DAX est traduit. Le moteur du DAX va le traduire comme ça. Donc, chaque fois que vous allez voir, même si c'est average, c'est-à-dire la moyenne de. Ok. Somme, quand il y a une seule colonne, somme est la forme, on va dire, raccourci. C'est comme un raccourci. Ok. Mais sinon, la forme réelle là, du calcul, là, c'est somme X. Ça, il faut le comprendre parce qu'il y a certaines expressions dans le DAX qu'il est difficile de comprendre quand on n'arrive pas à traduire la formule de cette façon. Ok. Donc, il y a une liste de formules de fonctions itérateurs. Il y en a vraiment beaucoup là. Les plus utilisées, généralement, ce sera les fonctions d'agrégation. Ok. Moi, j'ai jamais utilisé Product X. Il y en a pour les finances, il y en a qui permettent de faire des calculs statistiques. Bon, ici, je ne pourrais même pas faire la différence entre une fonction d'agrégation et puis une fonction statistique, là, parce qu'une médiane, c'est comme une sorte d'agrégation aussi, bien que ce soit une fonction statistique. Une moyenne, c'est une fonction statistique aussi. Donc, ça fait la différence. Et puis, comme j'ai dit, il y a des fonctions d'agrégation qui, qui permettent de travailler sur les tables. OK. Bon, par exemple, add column permet de créer nouvelles tables, par exemple, en prenant des colonnes, en prenant des colonnes d'une autre table, d'une ou plusieurs autres tables, et puis d'écrire peut-être une expression, de faire un calcul, une expression. OK. Et les, la fonction itérateur la plus utilisée, disons, j'exagère, mais je dirais vraiment la plus utilisée là, c'est filter. Au niveau de filter ici, c'est une fonction qui crée des tables. Ça filtre. Filter correspond un peu, si je voulais parler un peu dans le SQL, je dirais que le filter c'est comme ça, c'est comme si on avait fait une clause web en SQL. Ok. Donc là, je vais juste montrer un petit exemple là. Ok, je vais montrer un petit exemple. Donc, j'ai montré la liste des fonctions itérateurs. Je ne vais pas revenir là-dessus. Si je vais le faire dans Power Pivot. Dans Power Pivot, je charge ce tableau-là dans le tableau de données dans Power Pivot. Ok. Ensuite, je charge la table des produits dans Power Pivot. Ce qui donne les produits et puis les prix. Je charge cette table dans Power Pivot. Je charge les couleurs dans Power Pivot. Et je fais ma petite modélisation. Donc ici, j'ai ma table des transactions, ce qu'on va appeler la table des faits. Ok, j'ai les produits. Donc, les produits peuvent être reliés à la table des ventes là, qui contient les quantités vendues. Ok, et les produits ont des couleurs. Je peux mettre les couleurs ici. Donc là,
À partir de là, je peux venir ici pour écrire quelques mesures. Ce que j'avais montré tantôt pour dire si on fait les quantités, si je vais faire les quantités, je vais écrire QT. Je vais faire ça dans la table des ventes. Ok, je vais faire ça dans la table des ventes. Sinon, juste remonter un peu. Ok, la table des ventes. Si je voulais calculer les quantités, là, je mets QT. Les quantités, c'est 2 points égales quand on est dans Power Pivot, mais dans Power BI, on va juste écrire égal. Si je faisais somme de T, il faut chaque fois prendre avec le nom, quand on veut prendre une colonne, il faut chaque fois utiliser le nom de la table. Si j'ai écrit ça, je valide cette formule. C'est là, si je fais quantité X, quantité X, comme je l'ai dit tout à l'heure, somme X, donc T, table de vente. Puis je vais prendre la quantité T, quantité, la quantité, ok, la quantité, je valide ma formule. Alors, nous avons exactement le même résultat. Là, généralement, on va utiliser somme quand on a une colonne. Et quand on a une expression compliquée, c'est là que la forme longue sera écrite. Si j'écris chiffre d'affaires par CA, donc je mets CA égale somme X. Donc je vais mettre le nom de la table des ventes. Ensuite, je vais aller faire, je vais aller chercher les quantités. Donc, quantité des quantités multiplier. Je dois aller chercher les prix dans la table des produits. Donc, pour ce faire, il faut utiliser la fonction related qui est équivaut à la fonction recherche V ou recherche X ou recherche H dans Excel. Okay. Donc, là, c'est le prix du produit que je vais aller chercher. Et puis, je ferme ma parenthèse. Une expression compliquée de cette façon, je ne dirais pas compliquée, mais qui va aller chercher deux colonnes. La forme simple ne permet pas de l'écrire. Ok, là, on obtient, ça c'est le chiffre d'affaires. Ok, donc la formule est complétée. Ok, et je vais retourner dans Excel. Donc, je vais insérer un tableau croisé dynamique à partir du modèle. Donc là, je prends dans la table des produits. Ok, dans la table des produits, je prends les produits. Ok, et dans la table T-vente où se trouvent les indicateurs, je peux prendre le chiffre d'affaires, par exemple, que je viens de calculer. Le chiffre d'affaires. Ok. Ma formule ne marche pas. Attends. Je vais juste regarder la quantité X. Okay. Ah, ok. Ma formule ne marche pas, mais j'avais des colonnes cachées. Okay. Je vais juste déplacer. Je vais déplacer avec des colonnes cachées. Je vais expliquer pourquoi j'avais caché ces colonnes-là. Donc, si je veux mettre le chiffre d'affaires, ok. Là, le chiffre d'affaires 125 qui est là. Comment je vais expliquer comment le DAX le calcule. Je reviendrai presque tout le temps sur la façon dont le DAX calcule. Par exemple, si on arrive au niveau des P1, okay, le DAX va filtrer. C'est ce qu'on appelle le contexte de filtre. Le DAX va filtrer. Donc, le DAX va filtrer tout ce qui est P1 dans la table des ventes. Okay, en fonction de la formule que nous avons vue là, le DAX va filtrer. Donc, quand le DAX va filtrer P1, donc ça va prendre tous les produits P1 avec leur quantité. Okay. Et grâce à l'autre formule qui est related, là, ça va aller chercher les prix pour les ajouter. Et puis, les calculs seront faits
ligne par ligne. Somme X, c'est une fonction itérateur. Quand on parle de fonction itérateur aujourd'hui, le calcul se fait ligne par ligne. Ligne par ligne, ok? Donc le calcul va se faire ligne par ligne. Et puis ensuite, on a la sommation. Ça, il faut le retenir que le DAX va chaque fois créer une petite table comme ça pour chaque. Là, on a juste un seul filtre. Mais s'il y avait un filtre sur les couleurs, par exemple, je me mets ici, là, je vais mettre les couleurs, la table de couleurs. Je vais mettre les couleurs comme un segment. Ok. Donc, si je prenais seulement la couleur blanche, là, ok, donc le DAX allait, là, mon calcul n'est pas bon, mais le DAX allait juste sélectionner la couleur blanche. Si je sélectionne la couleur blanche ici pour P1, donc pour P1, je vais avoir 30. Donc, j'aurai que ces deux lignes-là, plus les prix. Ça, il faut vraiment garder à l'esprit parce qu'il y a certains calculs, comme je dis là, à certaines expressions du DAX qui sera difficile de comprendre si on ne se rend pas compte qu'en réalité que c'est comme ça. Le DAX crée une petite table, une table virtuelle. Donc il y aura chaque fois des tables virtuelles en fonction du contexte de filtres. Du contexte des filtres, c'est-à-dire c'est tous les filtres qui s'appliquent là. Donc en anglais, ils disent filter context. Okay. Dans le Power BI, il y a vraiment beaucoup plus de possibilités de mettre des filtres que dans Excel. Okay. Donc, c'est en fonction de tous ces filtres, le DAX va sortir un petit tableau en mémoire, un tableau virtuel, et c'est ce tableau virtuel qui sera utilisé pour faire les calculs. Ça, il faut le garder à l'esprit. On verra d'autres exemples. Donc, l'autre série qui va commencer de vidéos, je vais l'appeler le DAX par l'exemple. Je vais montrer des exemples qui permettent de comprendre l'ordre des calculs dans le DAX. Comme le DAX, c'est un langage de formules, il faut connaître les formules, il faut connaître les fonctions. Okay, c'est un langage de formules, de fonctions, functional language. Donc, il faut connaître les fonctions. Il faut savoir exactement ce que les fonctions font. Dans le DAX, les fonctions sont assez précises. La difficulté du DAX, selon moi, vient du fait que assez souvent, on ne connaît pas bien ce qu'une fonction peut faire. Okay. C'est comme par exemple la fonction somme qui a été montrée tout à l'heure, c'est le raccourci, mais en réalité, il y a une forme longue qui est la vraie forme que le DAX utilise pour faire les calculs. Et quand on sait que parce que quelquefois on verra la forme raccourcie, mais quand on n'arrive pas à l'amener à la forme longue, on ne va pas comprendre les calculs. Et les exemples seront montrés plus tard dans les vidéos qui vont suivre. Il y aura les exemples pour expliquer, les calculs compliqués. Donc, c'est bon pour la vidéo d'aujourd'hui. Elle n'est pas longue là. Ok. Merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes. Ouais, abonnez-vous, faites des likes, faites des commentaires afin que je puisse améliorer. Ça va m'aider à améliorer la qualité des vidéos que je fais.